Corps à corps, corps à corps. Alors pour commencer, je vais vous lire un article que j'avais déjà lu, je crois que c'était pour la chronique Police-Justice. Parce qu'il me plaît bien, ce petit article, il m'amuse en fait. C'est un article des Échos, le 13 novembre. Union européenne à Bruxelles, les auditions des futurs commissaires virent à la crise politique. Aucun des vice-présidents exécutifs auditionnés par le Parlement européen n'a été approuvé pour l'instant. Centristes et socialistes accusent les conservateurs de flirter avec l'extrême droite. L'accord de coalition conclu avec les Européens tangue. Plus rien ne va donc à la Commission européenne. Je vous rappelle qu'on enchaîne les crises. Crise gouvernementale en France, crise en Allemagne, on avait parlé avec Alain Falento, et donc maintenant, crise à la Commission. Alors, je vous rappelle, juste avant de donner la parole à mes deux invités, Ursula von der Leyen a bien, elle, été reconduite à la présidence de la Commission européenne après les élections de juin dernier. Et c'est à elle que revenait la tâche de composer une nouvelle commission qui devait être approuvée par le Parlement européen. Sauf que là, patatras, 13 novembre dernier, les 5 vice-présidents ont été retoqués par les eurodéputés. Alors, plusieurs sujets, fond de conflit entre les principaux partis européens. Et d'ailleurs, avant d'aller dans le problème, justement les problèmes qui se posent à la Commission européenne, je vous propose d'écouter 2 extraits. Stéphane Séjourné, candidat à la prospérité et à la stratégie industrielle, qui présente un peu son programme. Et puis Marion Maréchal, tiens, qui l'interroge. On écoute ça. Pour aller plus loin, j'ai 4 convictions. La première est qu'il faut décarboner et industrialiser en même temps. Il n'y a pas d'industrie sans décarbonation, il n'y aura pas de décarbonation sans industrie. Ma deuxième conviction, il faut cibler les secteurs les plus stratégiques à fort potentiel et à fort impact socio-économique. Ces secteurs sont souvent confrontés à un effet ciseau, avec d'un côté un coût de l'énergie 2 à 3 fois plus élevé que chez nos concurrents, et de l'autre côté, des surcapacités chinoises qui tuent littéralement nos filières. Voilà, brillant, Stéphane Séjourné, interrogé après par Marion Maréchal. Monsieur Séjourné, je crois que vous ne devriez pas être devant nous aujourd'hui. J'ai lu votre réponse sur vos qualifications. Rien, manifestement, ne vous désigne professionnellement pour ce poste. Vous n'avez jamais dirigé une entreprise, ni réellement travaillé dans le privé, encore moins dans le secteur industriel. Vous avez soutenu tous les textes du pacte vert, qui sont le dernier clou du cercueil de l'industrie européenne. Vous vous êtes personnellement battu pour le texte sur la restauration de la nature qui a provoqué la plus grave crise agricole européenne de ces dernières années. Vous soutenez, vous l'avez redit, les contraintes réglementaires insurmontables sur l'industrie automobile, et ce, dès 2025. Vous êtes l'ex-ministre d'un gouvernement qui a fait exploser la dette de la France et qui a d'abord saboté notre industrie nucléaire. Vous êtes, je sais que ce n'est pas très agréable pour vous de l'entendre, mais le dernier caprice d'un président français désavoué dans les urnes qui cherche à travers vous à conserver une influence en Europe qu'il a perdue en France. Alors je vous pose une question très simple. Qu'est-ce qui vous qualifie professionnellement pour ce poste, outre les faveurs d'Emmanuel Macron ? Voilà, en tout cas, sympa l'ambiance à la Commission européenne. Alors pour en parler, je suis avec Yann Caspar, Guilain Benessa, très heureuse de vous recevoir tous les deux. Bonjour Yann Caspar. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, journaliste, analyste politique franco-hongrois. Vous vivez en Hongrie, vous êtes spécialiste de l'Europe centrale et orientale et chercheur au Centre d'études européennes du Matthias Corvinus College à Budapest. Et nous sommes également avec Guilain Benessa. Bonjour Guilain Benessa. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous également. Avocat, docteur en droit, enseignant à l'Université de Strasbourg, auteur de Le référendum impossible, comment faire taire le peuple, aux éditions L'Artilleur, ou encore On marche sur la tête, la France, l'Union européenne et les mensonges, toujours chez L'Artilleur. Peut-être je vais commencer par Yann Caspar. Qu'est-ce qui se passe alors à la Commission européenne ? Pour une fois, on ne peut pas tout mettre sur le dos de la Hongrie puisque le problème est bien plus large. Il semblerait que cette coalition qui, en gros, va des gauchistes radicaux espagnols aux franges modérées de la CDU, cette espèce de pacte qui a été scellé contre l'extrême droite, le danger fasciste, etc., ne tient plus, ou en tout cas, il y a énormément de couacs ces derniers jours. Il y a notamment donc une candidate au poste de commissaire à la transition, une candidate espagnole qui est énormément critiquée par les forces plus à droite qu'elle, puisqu'elle est accusée dans son pays d'être en partie responsable des catastrophes causées par les inondations dans la région de Valence. Et il y a ce commissaire, ce poste commissaire
pour être membre de la Commission européenne, Raffaele Fitto, qui est donc le candidat de Madame Meloni, qui n'est pas soutenu par la gauche, et bien évidemment toujours le mouton noir hongrois, Oliver Várhelyi, qui lui est accusé d'être un homme de Viktor Orban. Au passage, je ne vois pas en quoi il serait plus un homme de Viktor Orban que M. Séjourné n'est un homme de Monsieur Macron. Oui. Il faut par ailleurs noter que Monsieur Séjourné a passé tous les tests, c'est-à-dire que lui, il a été accepté. Alors, il a le profil parfait, c'est-à-dire pour reprendre un peu la conversation qu'on a entendue tout à l'heure entre Marion Maréchal et Monsieur Séjourné, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous qualifie? Je pense que ce qui qualifie Monsieur Séjourné pour être accepté à ce poste, c'est tout simplement sa médiocrité, ou en tout cas cette capacité à être dans le en même temps total, le vide absolu, c'est-à-dire qu'on n'a absolument aucune ligne politique, tout est modelable, tout est négociable, et encore une fois, des punks à chiens portugais jusqu'aux banquiers ratés allemands de la CDU, Stéphane Séjourné a parfaitement sa place dans cette galaxie politique. Ouais. D'accord. Bon, tout simplement, une remarque générale, c'est tout de même un peu cocasse, puisque ça fait maintenant des semaines en amont de la réélection, de la victoire de Donald Trump, et juste après et pendant, qu'on entend que l'Europe doit être souveraine, que ça y est, elle doit reprendre son assurance, elle doit devenir autonome. Vous savez, c'est le discours habituel de l'Europe puissance, coincée entre la Chine et les États-Unis. Nous sommes perdus si jamais nous ne faisons pas tous alliance. On voit qu'au bout de quelques jours, on a même du mal à former un cabinet, en fait, l'exécutif, qui au passage n'a aucune légitimité démocratique, c'est-à-dire c'est la foire d'empoigne, on prend des tickets comme ça et on nomme des personnes, on ne sait pas trop d'où elles viennent, sur quels critères, il y a des auditions, des questions orales, des questions écrites, on voit bien que tout ça est très très flou. L'Union européenne ne parvient pas à nommer une équipe de 15-20 personnes, alors qu'en attendant, Donald Trump, lui, a déjà nommé presque toute son équipe. On sait toutes les polémiques d'ailleurs que ça crée. Donc, on n'arrive même pas à être d'accord sur le minimum. C'est-à-dire que qui sera chargé du portefeuille de la santé, qui sera chargé du portefeuille des fonds européens. Là, en l'occurrence, c'est le Raffaele Fitto qui est prédestiné à ce poste. Donc on voit bien que c'est une cacophonie générale. On est à des années-lumière d'une Union européenne qui pourrait avoir un début de politique autonome. Moi, je crois que pas moins que par le passé, elle restera tout simplement à la botte de grandes puissances et en particulier, bien sûr, des États-Unis. Alors, je pense que là, vous ouvrez une belle porte pour laisser la voix à Guilain Benessa, mais tout de suite, interroger cette question. Vous dites une politique autonome, surtout une politique cohérente, parce que là, on a l'impression vraiment que c'est de bric et de broc, mais évidemment, Guilain Benessa, je vous cède la parole. Non, en fait, Yann a raison. Alors la cacophonie, il faut bien comprendre parce que on a l'impression que c'est assez théorique cette histoire de commissaire et de désignation de commissaires. Il faut bien prendre conscience qu'en gros, c'est comme si un État n'arrivait pas à former son gouvernement. On en est quand même là. C'est-à-dire, on a techniquement pas de ministre, on va dire l'équivalent de ministre en exercice, puisque chaque commissaire a son portefeuille comme n'importe quel ministre d'un État théoriquement bien constitué, ce qui est pas franchement le cas de l'Union européenne, mais c'est un vaste débat. Alors, première remarque quand même, il faut rappeler que on a souvent eu des problèmes de désignation de commissaires européens et des gens qui ont été retoqués. Il y a 5 ans, la France, avec Sylvie Goulard, avait eu du mal à l'imposer puisqu'elle avait dû sauter eu égard, et je rappelle ça vu le contexte actuel, eu égard au fait qu'elle avait prise... Elle était noyée dans le dossier des assistants parlementaires du MoDem, puisque Mme Goulard venait du MoDem. Ce qui veut dire qu'il y a 5 ans, pour une affaire un peu comparable à celle de Marine Le Pen aujourd'hui, la Commission européenne avait effectivement biffé de sa liste Sylvie Goulard, et donc la France avait été retoquée. Et on avait eu finalement, vous savez, on a passé 5 ans avec ce formidable Thierry Breton, qui était donc commissaire européen j'allais dire du gouvernement von der Leyen, disons-le comme ça, qu'on connaît bien désormais, puisque Thierry Breton, entre-temps, s'est fait connaître pour des positions extrêmement modérées et extrêmement loquace. Enfin, il est plutôt loquace et en même temps très modéré, vous savez, sur des questions de contrôle et des questions numériques. Bref, passons. Contrôle de liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Oui. Voilà, c'est ça. Quand je dis modéré, c'est parce qu'en fait, il est devenu le Big Brother avec le tampon Commission européenne, en quelque sorte. C'est comme ça qu'on l'a connu. Alors, techniquement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même intéressant, c'est que, pour prendre un peu de champ, d'un côté, on a depuis quelque temps une discussion au niveau du Parlement européen, parce que le Parlement européen tente, tant bien que mal,
d'éradiquer, ou plutôt de couper l'herbe sous le pied, notamment du RN, en refusant à ce que certains postes à l'intérieur des commissions du Parlement européen ne soient pas donnés, notamment au RN, sous prétexte que l'étiquette politique d'extrême droite serait infamante. Et donc on a gelé la désignation d'un certain nombre de parlementaires au Parlement européen, dans les commissions encore une fois, au nom du barrage républicain. On va dire ça comme ça, une forme de barrage à l'échelle européenne. Mais en même temps et en parallèle, la Commission européenne aujourd'hui voit justement je ne sais pas si on peut parler de barrage, mais voit cette espèce d'imbroglio et d'accords, comme disait Yann, d'espèces d'accords cacophoniques tomber petit à petit, puisqu'effectivement, et c'est le problème depuis le mois de juillet, c'est que la Commission vit d'une majorité invraisemblable, qui va donc effectivement, je ne sais pas si on peut parler de punk à chien, mais on va dire de gauchistes assez radicaux, alliés avec Renew étant donc les hommes d'En Marche, hein, les renaissances à l'échelle européenne, les sociodémocrates et le PPE, donc le Parti populaire européen, c'est-à-dire la droite plutôt, on va dire, centre-droit conservateur. Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment les qualifier de conservateurs, mais c'est comme ça qu'on les qualifie souvent. Et ce qui est en train de se passer, ce qui est intéressant, François-Xavier Bellamy en France, pour donner un nom, oui. Voilà, exactement. Alors, en France, je suis d'accord, mais vous savez, le problème, Clémence, c'est que, je ne veux pas faire une grande parenthèse, mais dans le cadre de l'affaire contre Marine Le Pen, enfin du procès actuel, le procureur a parlé de la démocratie européenne pour contester le fait que le RN ait utilisé les fonds européens. Je suis toujours un petit peu estomaqué quand on parle de démocratie européenne, parce qu'il y a bien un endroit où il n'y a pas de démocratie, c'est bien en Europe, parce qu'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de parti identifié. Et la preuve, c'est que ce matin, avec vous, je pense qu'à part vos auditeurs éclairés, il y a quand même peu de gens en France qui savent ce que sont les groupes à l'échelle du Parlement européen et je dirais, les partis européens. Bref. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la Commission voit son attelage invraisemblable tomber petit à petit, parce que le PPE est en train de basculer pour des raisons politiciennes, on va dire, plutôt à droite, et donc tente plutôt d'entendre les gens d'ECR et des Patriotes pour l'Europe, notamment de Jordan Bardella, ce qui veut dire que petit à petit, il y a un décentrement de la majorité européenne au niveau de la Commission vers l'extrême droite, entre guillemets, par le truchement du Parti populaire, et notamment sur fond de rivalité nationale, puisqu'effectivement, c'est madame, je prie son nom, Teresa Ribera, donc qui serait envisagée pour le poste de ministre de la transition écologique, de commissaire à la transition écologique. Or, elle est déjà ministre de la transition écologique dans son pays. Elle a été infoutue de gérer les problèmes au niveau des inondations. Ce que je veux dire par là, c'est que, à mon avis, comme d'habitude, le problème de la nomination, de la désignation des commissaires, c'est qu'on prend rarement les meilleurs et souvent les plus mauvais. On prend rarement les plus compétents, mais surtout les plus inconnus. On prend rarement les plus charismatiques, mais surtout les passe-murailles. On les met là-bas. On se rend compte qu'il y a un problème extrêmement tardivement. Et donc, en catastrophe, on essaye de changer le casting parce que, bon sang, la médiocrité, ça va, sauf lorsque ça se remarque et que ça se voit un peu trop. Alors, ok, ça c'est problématique en effet. Je voulais quand même revenir sur un problème de fond que vous avez évoqué. Je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne, et moi non plus d'ailleurs. En gros, on a un PPE, vous l'avez dit d'ailleurs, qui est aussi le parti d'Ursula von der Leyen, hein, qui est accusé d'aller trop vers sa droite et de se diriger vers notamment le groupe ECR, donc où siège notamment Marion Maréchal et le RN. Mais est-ce que non, pas le RN justement, c'est ça. Vous avez dit Jordan tout à l'heure, mais non, pas le RN, le Reconquête. Alors, en fait. Le RN, Reconquête, c'est les Patriotes pour l'Europe. Ouais. Les Patriotes pour l'Europe, mais en fait, il y a un jeu d'alliance. Ce que disent certains, c'est que le PPE est en train de basculer vers ECR. ECR étant notamment contenant les partisans de Giorgia Meloni. Donc là, on va dire, je vais très rapidement, Clémence, vous m'excusez, mais on va dire l'extrême droite pro-européenne, qui serait une espèce de passerelle vers l'extrême droite plus souverainiste, plus nationaliste, qui sont les gens notamment de Jordan Bardella et notamment de Viktor Orban. Ma présentation est très caricaturale, mais c'est la façon dont c'est présenté, c'est-à-dire un basculement vers ECR, qui est la passerelle qui permettrait aussi au PPE de négocier avec les Patriotes pour l'Europe d'Orban ou de Jordan Bardella. Mais est-ce que c'est pas justement utile pour l'Union européenne que de se diriger vers cette droite dite pro-européenne? C'est une façon de faire un dernier mur, on va dire, à la droite ou à l'extrême droite, on la nomme comme on veut, qui est plutôt anti-Bruxelles. Est-ce que c'est pas une façon aussi de limiter la crise finalement dans cette crise qui de toute façon à Bruxelles existe, puisque de plus en plus de nations revendiquent leur souveraineté?
Alors, Yann, peut-être Oui, que tu... non, juste pour ajouter une précision sur ce PPE qui virerait à droite et se rapprochait d'ECR et d'un autre côté des patriotes, c'est-à-dire Orban, Bardella, Salvini, les Hmm. Espagnols de Vox, qui eux camperaient sur leur position sans dévier. En fait, il faut encore ajouter de la cacophonie à la cacophonie, c'est-à-dire ce virage à droite du PPE est grandement dû à des raisons électoralistes et Bien des sûr. raisons nationales en réalité. C'est-à-dire que le parti qui pèse le plus au sein du PPE, c'est donc la CDU de Monsieur Manfred Weber. Et on sait qu'il va bientôt y avoir des élections anticipées en Allemagne en février ou en mars. Et ce qui pose vraiment, parce qu'en gros, la CDU, c'est en grande partie le lobby automobile allemand. Donc en fait, eux ne peuvent pas, sur les questions écologiques, aller trop loin. Ils avaient par exemple voté contre la loi de la restauration de la nature. Et donc évidemment, ça leur donne des boutons que devant l'idée de voter des textes avec les partis verts ou avec la gauche socialiste ou l'extrême gauche qui eux sont très pro-vertes, etc. Le premier point qui explique que ça glisse un peu vers la droite. Mais au sein de ce PPE, on a aussi le nouveau parti hongrois TISA, qui est donc dirigé par Monsieur Magyar, qui est donc maintenant l'ennemi juré de Monsieur Orban, son premier opposant. Donc lui, il est censé composer avec ce virage à droite, entre guillemets, pour des raisons vraiment très pratico-pratiques, c'est-à-dire qu'il n'y a rien si vous voulez, d'idéologique ou de conceptuel dans tout ça. C'est vraiment de la petite politique politicienne, essentiellement pour des raisons internes à l'Allemagne, des raisons en plus économiques, même pas politiques. Cet premier opposant à Viktor Orban est donc au sein de cette CDU et il va être obligé de soutenir la candidature de Monsieur Várhelyi pour donc le commissaire hongrois. Donc on voit bien que le gros problème avec cette nouvelle Commission européenne qui est censée entrer en fonction le 1er décembre, alors franchement on peut avoir des doutes parce que le 1er décembre c'est bientôt, euh, c'est qu'en fait, elle fonctionne pour reprendre ce que disait Guilain, c'est-à-dire qu'il y a deux problèmes. C'est-à-dire que c'est la promotion à la médiocrité, ça Ouais. c'est clair. Et le deuxième problème, c'est qu'il n'y a absolument aucune cohérence, c'est-à-dire Ouais, que c'est c'est ça. des intérêts nationaux qui se superposent, Exactement. des croisements, on n'y comprend plus rien. C'est-à-dire que cette histoire de lobby automobile allemand avec la CDU qui a un point important au sein du PPE, alors c'est quelque chose d'absolument soporifique si on ne s'intéresse pas à la politique allemande. Je veux dire, les Finlandais, les Italiens, les Maltais, les Grecs n'ont strictement rien à cirer de ces questions. Et c'est pourtant à ce genre de considération-là qui est suspendu, si vous voulez, l'avenir de la Commission européenne. C'est quand même dingue. Oui, c'est Voilà. dingue. En fait, si on sort un peu des noms et tout ça, parce que je pense qu'on perd beaucoup de monde, mais ce qui est vraiment important à comprendre, c'est finalement le fonctionnement de notre commission, puis plus largement de notre Europe. Aujourd'hui, c'est de voir qu'en effet, tout ça ne dépend que de considérations, d'intérêts, alors de lobby ou d'intérêts nationaux, mais sans une véritable cohérence, sans une politique, dans le sens noble du terme, pour l'Europe. Ben là, j'imagine qu'il en avait des sacs. On retombe sur votre sujet d'origine, hein, sur la souveraineté des peuples. Alors, complètement, Clémence, justement parce qu'on va perdre des gens, parce que c'est aussi ennuyeux que technocratico-invraisemblable, tout ça. Pour être clair, je vous donne un exemple, et on va tout comprendre. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, d'un côté au Parlement européen, et c'est simple comme bonjour, on a tout fait, on fait tout pour ne pas respecter le principe de parité, d'accord, la parité homme-femme dont on parle tout le temps, hein. On s'assoit sur la parité pour mieux couper la tête du RN pour que certaines commissions ne lui reviennent pas complètement. Donc on essaye de supprimer ou d'enlever les gens qu'on n'aime pas, je veux dire, en dérogeant même à la parité, vous voyez. Et d'un côté à la Commission européenne, on essaye de brinque-baller de majorité alternative pour valider certains textes, quitte à ce que le PPE s'allie avec l'extrême droite. Ce qui veut dire que ce qu'on fait au Parlement, on fait le contraire à la Commission et vice-versa. Ça démontre quoi? Ça démontre d'une part qu'il n'y a absolument aucune grille de lecture idéologique. Il faut bien le comprendre, hein. Ouais. Il n'y a que de la mélasse et du goudron, et malheureusement pas de goudron et des plumes. D'accord, c'est malheureux, mais il vaudrait mieux que, vous voyez, qu'on en revienne à un bon vieux Far West. Mais bon, ça, première remarque. Deuxième remarque, si on marche à voile à la vapeur et si on fait tout et son contraire,
d'un côté, la parité, on s'en fout, et de l'autre côté, à la Commission, on s'allie avec, soi-disant, l'extrême droite, c'est ce que dit le PPE, c'est parce qu'en fait, on se bouche le nez quand on a envie pour mieux valider des textes qui nous arrangent de l'autre côté. Donc c'est la politique, j'allais dire, vous savez, l'olfactif à voile et à vapeur. C'est-à-dire que d'un côté, c'est nauséabond, mais de l'autre côté, ça ne l'est plus lorsque tout d'un coup, on a ses intérêts nationaux en jeu. Évidemment, l'Allemagne aujourd'hui, c'est pareil sur le Mercosur. L'Allemagne nous dit le Mercosur, c'est merveilleux parce que je vais exporter mes bagnoles et concrètement, je vais rester la puissance que je suis. Et tant pis pour les éleveurs de poulets et les sucriers français qui crèveront sous le poids du Mercosur. Parce qu'en réalité, la vérité de l'Europe, éternelle, c'est la préservation des intérêts nationaux que l'on constate à nouveau au niveau de la Commission et au Parlement européen, puisqu'en vérité, tous ces passe-murailles dont je parlais tout à l'heure sont à la fois les plus médiocres au niveau européen, les plus inconnus qu'on ait, et quoi qu'il en soit, sont tributaires des agendas nationaux. Parce qu'il faut une visibilité nationale. C'est quoi, pardon, l'agenda national pour Stéphane Séjourné, et quel intérêt national va-t-il défendre? Alors là, franchement, je vous pose la question. Alors, Clémence, curieusement, je vous trouve bien naïve. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron sort d'une année 2024 qui signifie la bérésina, je veux dire une dissolution dramatique. Il doit composer avec un gouvernement, il a nommé un gouvernement illégitime, on en a parlé suffisamment avec vous, et donc aujourd'hui, je pense que Stéphane Séjourné, c'est une manière pour lui de garder un tout petit peu la main en Europe. Garder la main, je vais très vite en besogne, mais il a quand même en gros son homme de main, d'ailleurs son homme de main, certainement un des plus médiocres de ses hommes de main, mais il a un de ses lieutenants potentiels à l'intérieur du système, ça lui permettrait quand même d'avoir quelqu'un qui lui est compatible. Et pour finir, sur ce sujet précisément, je crois, vous savez que ce qui se passe au niveau de la Commission, même si ça n'intéresse pas grand monde, parce que ça reste opaque, c'est peu séduisant. Vous voyez, si Michel Barnier n'est pas le perdreau de l'année, que dire de Stéphane Séjourné et des autres? Je veux dire, on en est à trouver le gouvernement français absolument merveilleux, c'est dire, même celui-ci. Mais ça signifie que, d'un côté, aujourd'hui, sur le Mercosur notamment, Emmanuel Macron prétend qu'il est contre le traité, qu'il va tout faire pour résister le plus longtemps possible. Mais en même temps qu'il prétend résister le plus longtemps possible, il veut faire nommer à l'intérieur de la commission Stéphane Séjourné, qui est peut-être la serviette la plus idoine au profit du macronisme, l'homme lige, mais la serpillière du macronisme, ce qui veut dire l'homme qui de toute façon est intrinsèquement constitué pour ne jamais résister à personne. Oui. Ça veut dire que l'homme qui doit porter le fer pour mener l'épreuve de feu contre la Commission européenne, en plein milieu de la négociation d'un traité que toute l'Europe veut, après à peu de choses près sauf la France, on nomme le traîne savate de la Macronie. Oui. Sincèrement, dans le genre en même temps et dans le genre surtout n'importe quoi, c'est pas trop mal quand même. Oui, oui. Et dans le genre, je ne défends pas les intérêts de la France. C'est bien là où je voulais en revenir avec Stéphane Séjourné. Alors, plusieurs sujets quand même qui me sont beaucoup posés par le chat ici en direct sur YouTube. On est de 6900, on frôle les 7000. Je compte sur vous, un peu plus de pouces. Eh bien, une des questions, c'est comment faire pour sortir justement de ce micmac de la Commission européenne, comment faire pour sortir de tout ça et revenir à une politique cohérente européenne ou alors même française, soyons fous. Beaucoup me posent la question, et puis quel est le lien également, ou plutôt quel sera l'avenir de l'Europe avec désormais un Donald Trump aux États-Unis. Je me tourne vers vous d'abord, Yann Caspar. Alors, ce qu'il faudrait faire, je ne sais pas, je ne suis pas candidat à quelconque élection. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que là, c'est un peu la descente aux enfers. On va d'échec en échec, d'humiliation en humiliation, parce que, vraiment, l'Europe est devenue sur la scène internationale la risée du monde. C'est-à-dire qu'il faut reprendre le début de notre conversation. On n'est même plus capable de former un gouvernement, et ça encore je le mettrai entre guillemets, parce qu'on dit souvent que la Commission européenne est ce qui a le plus de pouvoir en Europe, mais on voit, étant donné ce qui la compose, que c'est qu'une chambre qui est là pour exécuter des décisions qui sont prises dans d'autres cercles. Alors je ne sais pas, des lobbies ou des cercles plus atlantiques, la liste est longue. Ce qui est sûr, c'est que là, pour le coup, même les forces centristes, macronistes, enfin l'extrême centre, si vous voulez, a raison de dire que l'élection de Trump est en quelque sorte un coup de pied derrière aux dirigeants européens, c'est-à-dire que Trump sera
sans doute beaucoup moins conciliant avec les pseudo-élites européennes. Donc il va vraiment falloir faire quelque chose. Je pense qu'en réalité, il n'en sera rien et qu'on va vers une Europe qui décline et peut-être avec des pays qui vont avoir un poids plus important, une voix qu'elles pourront faire plus entendre à l'avenir. Je pense Notamment la évidemment Hongrie. notamment à la Hongrie, toujours la Pologne, l'Italie aussi peut-être, avec Madame Meloni. On voit bien que ce couple franco-allemand qui est une arnaque complète, c'est un mythe, c'est parfaitement évident. Mais bon, la France et l'Allemagne étaient, même si ça n'est pas un couple, étaient quand même les deux pays les plus importants, les plus imposants au sein de la construction européenne. Eh bien, on voit que tout ça, avec le retour de Trump, est un peu en train de se ficeler, d'autant plus que le vrai moteur de l'économie européenne, c'est bien évidemment l'industrie automobile allemande. Ça, on le voit tous les jours, ça devient une véritable catastrophe, les usines ferment. L'Allemagne, si vous voulez, est en train de perdre. Et l'Europe, du coup, parce qu'en réalité, l'Union européenne, c'est l'Allemagne, économiquement et politiquement, c'est-à-dire la protection américaine, l'énergie à bon marché qui venait, donc le gaz russe, et la capacité à exporter des voitures, tout ça est en train de se casser la figure au profit d'économies de taille plus modeste. Je pense essentiellement à la Pologne. La Pologne est en train de reprendre, si vous voulez, les marchés qui étaient traditionnellement en Allemagne, mais aussi l'OTAN envoie plutôt désormais ses troupes stationnées en Pologne et ses bases installées plutôt en Pologne qu'en Allemagne. Et donc ça, c'est le versant, si vous voulez, économique et militaire. Et d'un point de vue politique, enfin, la Hongrie, si vous voulez, qui représente 1% de la population européenne, avec un PIB qui est absolument dérisoire par rapport au PIB allemand, français ou italien, a, si vous voulez, un dirigeant qui arrive à faire parler de lui dans des proportions absolument mesurées, si vous voulez. Enfin, aujourd'hui, vous allez partout sur les 5 continents demander à quelqu'un s'il connaît Viktor Orban, il va vous dire que oui, il le connaît. Et quand on est en dehors de l'Europe, en Afrique, en Asie, ils vous disent même qu'ils l'adorent. Oui. En revanche, quand vous sortez du 6e ou du 7e arrondissement à Paris et vous demandez qui est Stéphane Séjourné, personne ne le sait. Oui. Ah oui, vous êtes dur avec Stéphane Séjourné. Alors, Guy Vanessa, même question. Comment sortir de ce marasme européen? Et puis, que va changer l'élection de Donald Trump? Juste une petite remarque, parce qu'on parle de Stéphane Séjourné et consorts et de Viktor Orban. Ça vaut ce que ça vaut, mais vous savez, ça me frappe que Yann nous parle de Viktor Orban et du poids qu'il a pris effectivement à l'échelle internationale. Oui. Et en parallèle, il semble qu'Emmanuel Macron a reçu Alexander Soros à l'Élysée il y a 8 jours. Donc le rival, évidemment, l'ennemi juré de Orban depuis maintenant des décennies, depuis longtemps. Ça me frappe d'avoir le mondialiste Alexander Soros, le fils de George Soros, je veux dire, reçu le 11 novembre. Semble-t-il le 11 novembre, c'est-à-dire le jour même où nous fêtons l'armistice de 14-18 et où certains en France rêvent d'abattre le jour férié du 8 mai. Je ne sais pas si en termes de symbole, on se rend compte de ça. On a le mondialiste par essence, dont l'objectif est d'abattre les États, reçu le 11 novembre, au moment même où Viktor Orban, en parallèle, est l'homme fort, on va dire, d'une Europe plus ou moins trumpisé, si je peux dire. Je vais être très vite en besogne, mais le symbole est quand même terrible. Ouais. Alors. Si on continue dans les symboles, pareil, le jour de l'armistice, on avait quand même Monsieur Barnier qui nous demandait de joindre les 2 drapeaux européens et français. Donc, toujours dans les symboles et la destruction de ce que c'était justement cette commémoration française. Mais allez-y. Complètement. C'est juste que je trouve que, si vous voulez, que le drapeau, le couplage entre le drapeau français et européen, c'est devenu tellement courant qu'on ne se rend plus compte vraiment du crachat que ça constitue à chaque fois, le jour même où symboliquement c'est une journée française pour des raisons tout à fait spécifiques, historiques, militaires, etc. Et en même temps, le même jour, voilà, vous voyez, en même temps, Alexander Soros, c'est vraiment la poursuite de l'empire du père, qui est un empire fondamentalement antinational, anti-patriote, anti-souveraineté, en plus d'igné secret. Bref. Alors, quant à qu'est-ce que ça signifie, comment voir la suite au niveau de l'Union européenne? Alors, si je m'en tiens à la question quand même de la Commission et de la cacophonie ambiante, vous savez, il y a quelque chose qui me réjouit, je l'admets, je ne dis pas que je m'en réjouis avec bonhomie et avec un bonheur pur et parfait de tous les instants, mais la cacophonie au niveau de la Commission démontre une seule chose, c'est que l'Europe est en train de crever.
Je ne dis pas qu'elle crève rapidement, je ne dis pas que ce sera la fin demain, je ne dis pas qu'il n'y aura pas des résistances tous azimuts, il y en a énormément, mais il y a quand même, aujourd'hui, je trouve, le signe d'un morcellement à tous les niveaux. C'est-à-dire que ce soit au niveau migratoire ou de plus en plus, en fait, regardez, la Pologne de Donald Tusk, semble-t-il, a une position sur l'immigration qui n'est pas du tout celle des pays occidentaux, alors que sur certains aspects, énormément de gens se réjouissaient de son retour aux affaires en Pologne, lui qui était censé abattre le populisme et mettre à mal la mauvaise Pologne de ces dernières années. Manifestement, sur l'immigration, tel n'est pas franchement le cas. Il est loin d'avoir, semble-t-il, de rêver d'ouvrir ses bras, comme nous le faisons chaque jour, à la submersion migratoire. Deuxièmement, le morcellement des États sur leurs intérêts, au niveau de leurs intérêts, que ce soit la question économique dont parlait Yann, que l'Allemagne représente bien, que ce soit sur le pacte vert, où à mon avis, il y a aussi beaucoup de choses qui sont en train de tomber. Encore une fois, je n'ai pas dit que ce sera demain, mais il y a l'idée d'un retournement, d'un grand retournement potentiel qui va, à mon avis, vous savez, c'est le schéma de Fitzgerald, de l'écrivain, je veux dire, Scott Fitzgerald, vous savez, où c'est l'idée de la fêlure. Un petit coup de marteau sur un vase fait que petit à petit, tout commence à se briser. À mon avis, il y a eu des coups de marteau, je pense que ça commence à se briser. Et vous mettez dans la balance, dans cette espèce de retournement progressif, Donald Trump. Donald Trump, je pense très honnêtement que c'est le révélateur absolu de nos maux, parce qu'il est notre envers, non pas élu, mais réélu. C'est-à-dire au moment même où tout le monde ne s'imaginait pas qu'on l'avait encore dans le rétroviseur, il revient et il est élu et il expose à grande échelle nos fragilités. Il est notre miroir inversé, absolu. C'est-à-dire il était poursuivi par les juges, à l'image de notre pouvoir judiciaire français ou européen. Vous savez, on a confié les clés du camion aux juges. Je vous en ai souvent parlé. Ouais. Et malgré ça, il a réussi à aller plus vite que la machine, à aller plus vite que la bécane et à se faire élire contre les juges, contre l'establishment, contre les démocrates, contre l'intégration, on va dire, d'une certaine politique mondialiste, etc., etc. Je dis ça parce que vous me demandez concrètement, y a-t-il des solutions? Encore, moi, je suis pas non plus élu comme Yann, je n'ai pas de prétention opérationnelle, on va dire, mais tout de même. Ça veut dire que il y a l'idée d'un effondrement. À mon avis, il y a l'idée, en tout cas, d'une salve d'épreuves de feu qui vont débarquer. Et je pense qu'il s'agit, dans cette épreuve de feu, à ce que les pays qui souhaitent faire cavalier seul le fassent. Ça veut dire prennent leur liberté. Certains l'ont fait un peu beaucoup passionnément à la folie. La France doit désormais prendre sa liberté. Et je pense, par exemple, que sur le Mercosur, où évidemment Emmanuel Macron ne fera rien, où il continuera à mentir, il s'agira que sur ce genre de sujet désormais, nous ayons par la suite, rêvons un peu des élites à venir, qui font cavalier seul, qui réclament leur liberté et qui ne respectent pas le jeu politique. Ça veut dire que des élites qui se disent finalement « je ne respecte pas Bruxelles ». Il y a quelque chose de l'ordre de ce retournement dans l'air. Je suis sûr qu'avec beaucoup de volonté, des couilles évidemment, excusez-moi du terme, mais il faudra en avoir, sinon on n'ira pas bien loin, et évidemment un peu de précision méthodologique. Je suis sûr qu'un retournement est possible parce que les lézardes sont déjà là et le système petit à petit est en train de se rendre compte que le caractère nauséabond ne vient pas de l'extérieur, mais devient de l'intérieur et de leur propre désaffection et leur propre ensevelissement. Yann Caspar, vous êtes d'accord avec ce morcellement de l'intérieur de l'Europe? Oui, c'est-à-dire que c'est la logique de tout devient possible au beau milieu du chaos. Mais si vous voulez, ça a déjà lieu. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des États membres qui décident de ne pas respecter les règles du jeu européen, qui se font réprimander. C'est par exemple le cas sur les questions énergétiques. Je veux dire, la France, contrairement à la doxa bruxelloise, importe énormément de GNL russe pour le revendre à l'Allemagne. C'est pareil pour l'Espagne, c'est pareil pour la Belgique. Elles vont complètement de front par rapport à ce que Ursula von der Leyen voudrait qu'on fasse, c'est-à-dire couper nos liens énergétiques avec la Russie. Et en réalité, ça provoque un scandale dans la presse pendant quelques heures. Et après, c'est terminé, puisque de toute façon, à Bruxelles, il n'y a pas de force pour faire plier les États membres qui décideraient de tourner le dos. Il n'y a que des pressions et des lobbies, en fait. Il n'y a pas de Et maintenant que les États-Unis se désintéressent un peu de l'Europe, là, pour le coup, il va vraiment y avoir des marges. Et encore une fois, effectivement, on peut conseiller aux dirigeants français, alors essentiellement ceux d'opposition, parce que ceux qui sont aujourd'hui dans la majorité qui n'en est pas une, mais enfin bref, c'est un autre sujet.
Je pense qu'on peut les oublier, mais on peut fortement conseiller aux hommes politiques français de tenter des coups, parce que vous savez, la Hongrie, par exemple, mais la Pologne l'a fait pendant des années, a violé de manière tout à fait délibérée un certain nombre je dirais, des sorties de ce carcan idéologique pour à un prix parfois très fort. Hein, c'est-à-dire que la Hongrie n'a pas encore reçu la totalité de ses fonds européens, mais vous voyez, bon, voilà, je suis à Budapest, le gouvernement est toujours en place, et les personnes qui ont décidé de cette politique essayent de garder la tête haute, encore une fois, pour un pays qui, d'un point de vue économique et politique, par rapport à la France, ne représente pas grand-chose. Donc oui, c'est parfaitement possible d'aller à l'encontre de cette doxa, à l'encontre de cette machine Encore bruxelloise. faut-il le vouloir, ça voulait dire. À la renverse, et c'est probablement, je pense que Guylain a raison, c'est-à-dire que dans cet effondrement, dans ce chaos, on va avoir des États membres qui vont un peu lever la tête et essayer de retrouver leur courage et leur liberté, oui. Oui, mais encore faut-il qu'au niveau national, ça puisse se passer. Et nous, on voit qu'on a des blocages au niveau national. C'est aussi un autre problème qu'on a pu déjà pointer du doigt, Guilain Benessa. Alors, pour donner d'autant plus raison à ce que vient de dire Yann, une phrase me paraît absolument fondamentale. En 1962, c'est ce que j'ai expliqué dans mon dernier livre, On marche sur la tête, Walter Hallstein, qui est le premier président de la Commission européenne, il a une phrase qui est à la fois tout, mais absolument tout, un résumé de la question européenne. Donc Walter Hallstein, ex-nazi, devenu premier président de la Commission européenne, il dit « L'Europe n'a ni armée, ni police, ni force de coercition. La seule arme dont dispose l'Europe, c'est le droit qu'elle fixe. » Ça veut dire que Walter Hallstein lui-même dit en 62, en fait, nous ne sommes rien. La construction européenne, c'est du flanc, parce que ça s'est construit sur du sable, plutôt, et ce sable s'appelle le droit, qui en fait est un enchaînement une pile de papier. Si vous voulez, c'est un stock de papier invraisemblable qui a été produit des année après année, qu'on a considéré au bout d'un moment comme étant du solide. Mais ce n'est que du papier. Alors évidemment, à force que ce papier soit enseigné, avalé, digéré, ingéré par les étudiants, les profs de fac, les politiques, l'intelligentsia, au bout d'un moment, on croit que le papier est vrai. Il n'empêche, vous savez, Clémence, il y a une chose qui est très simple, qui s'appelle la broyeuse. Vous mettez votre papier dans la broyeuse et vous consumez tout ça. Il faudrait qu'un moment, un homme politique ose dire j'utilise ma broyeuse qui s'appelle la souveraineté française et j'arrête de répandre le fiel de cette espèce d'usine à papier, je veux dire, qu'on a conçue depuis 60 ans. Première remarque. Deuxième citation d'une autre personnalité d'obédience nazie, d'accord, comme quoi, après Walter Hallstein, je poursuis ma petite métaphore. Vous savez, Heidegger avait un grand entretien à la fin de sa carrière où il avait cette phrase formidable en philosophie, phrase formidable où il disait « Là où naît le danger, croit aussi ce qui sauve ». Ça veut dire que le péril est le révélateur de tout ce qui va venir. Je crois que cette phrase a toujours été juste, elle n'a jamais été autant juste que dans la situation européenne aujourd'hui. Le chaos, et vous avez raison Clémence, le chaos est en Europe, mais il est également dans les différents pays qui constituent l'Europe, parce que l'Europe a mis en place les conditions d'un chaos généralisé. L'Europe va mal, et comme le dit souvent François Coq à votre antenne, les démocraties minoritaires également, ou les gouvernements minoritaires. C'est-à-dire qu'on a mis en place des gouvernements illégitimes à l'intérieur d'une Europe illégitime. C'est-à-dire qu'il y a un effet de morcellement général, à part certains pays. En France, on a un gouvernement illégitime, avec à sa tête un président illégitime, qui lui-même est le porte-parole d'une Europe illégitime. Donc tout ça est une mise en abîme. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en même temps, cette illégitimité globale, elle ne pourra pas durer bien longtemps. Parce qu'il y a nécessairement un moment, alors quelle forme ça va prendre, difficile à dire, mais le droit ou la légalité sans la légitimité, ça n'existe pas. Ça s'appelle l'arbitraire. Oui. Ça s'appelle l'arbitraire. L'arbitraire, ça dure un temps. Ça a duré un temps en URSS. Oui. Ça ne peut pas durer très longtemps. Un long temps, si les deux ne sont... Pardon ? Un long temps en URSS. Longtemps peut-être, mais si vous prenez l'Europe est née dans les années 50, 60, 70. Oui. En réalité, véritablement, en 2024, 50 ans plus tard, elle connaît des déboires assez importants. Je crois quand même que si la légalité et la légitimité ne sont pas réunies plus longtemps, ça ne pourra pas forcément persévérer. Il y aura nécessairement quelque chose qui va s'effondrer, et je crois aussi, alors on verra quelle forme ça peut prendre, mais qu'entre la survenance de personnalités qui prennent leur liberté, de politiques qui réclament leur liberté, qui ne se soumettent pas, et en même temps une légitimité qui est réclamée dans la rue, parce qu'il y aura forcément un moment où il y aura l'ébauche d'une espèce de révolution sourde ou directe, je crois quand même que tout ça commence à converger. Regardez, la même semaine, on a une Commission européenne qui
montre à grande échelle sa cacophonie, en même temps que le Mercosur est l'objet de toutes les discussions et que les tracteurs sont en train de se ruer à Bruxelles. Oui. Je ne dis pas que demain il y aura une révolution, mais la constellation se fait, les points commencent à converger, il faut relier les points. À mon avis, à un moment, tout ça tombera naturellement. On est peut-être à l'ouverture, on va dire, de ce moment important qui peut se passer aussi en France. Et justement, c'est l'occasion de vous dire merci beaucoup à vous, Yann Caspar, Guilain Benessa. Nous aussi, nous vivons à Toxin un grand moment parce qu'encore une fois, on a dépassé France 24. Je vous rappelle que France 24, c'était la dernière matinale sur le numérique à nous dépasser sur toutes les matinales, là, que ce soit alternatif ou autre. Donc aujourd'hui, encore une fois, nous dépassons tous les médias sur le numérique, sur YouTube notamment. Nous les dépassons tous. Ça veut dire quelque chose quand même aussi. Ça veut dire que les gens veulent entendre plus de Toxin et plus de voix comme celle de Yann Caspar et Guilain Benessa. Merci infiniment à vous tous pour votre fidélité, pour votre confiance, pour votre soutien aussi financier. Hein. C'est très très important. Vous savez qu'on ne dépend que de vous. D'ailleurs, je rappelle que ceux qui veulent le faire, vous pouvez le faire sur soutien-média, soutien-toxin. Enfin bref, on va vous le redire parce que je ne sais pas bien aujourd'hui. En tout cas, merci infiniment à vous tous et on peut remettre des pouces pour tout ça. Et merci à Yann Caspar, merci à Guilain Benessa. Je rappelle que Yann Caspar est chercheur au Centre d'études européen du Matthias Corvinus Collegium à Budapest et Guilain Benessa, avocat, docteur en droit, enseignant à l'Université de Strasbourg et auteur notamment de La France, l'Union européenne et les mensonges aux éditions L'Artilleur. Vous nous soutenez, donc vous l'avez compris, comme vous le pouvez, et des pouces surtout et appelez vos amis. Et